9 août 2015, bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce morning estival. On fait tout de suite le sommaire de cette édition. Nouveau chiffre record du nombre de migrants arrivés sur les rives européennes au mois de juillet, plus de 100 000, soit 3 fois plus que le même mois l'an passé, alors que Paris et Londres s'apprêtent à signer un accord qui portera notamment sur la sécurisation du site de Calais, la lutte contre les passeurs et l'aide aux migrants. Après 4 jours plongé dans le coma, Mohamed Alan, le détenu palestinien en grève de la faim, s'est réveillé hier. Il refuse toujours de se nourrir et exige une libération immédiate et sans condition. La vie reprend difficilement son cours à Bangkok après l'attentat sanglant de mardi qui a fait 21 morts et la chasse à l'homme continue alors qu'un suspect a été identifié sur les images de vidéos de surveillance. Et alors que la campagne présidentielle bat son plein aux États-Unis, Barack Obama pense lui à sa reconversion. Quelle filière choisir quand on a été l'homme le plus puissant du monde libre? On en reparle dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, plus de 100 000 migrants ont rejoint les frontières de l'Europe en juillet, alors que les pays de l'Union européenne peinent toujours à se mettre d'accord pour trouver une solution globale. Rien que la semaine dernière, l'ONU a dénombré à plus de 21 000 migrants venus d'Afrique ou du Moyen-Orient sur les côtes grecques et notamment sur la petite île de Kos en Méditerranée. Les détails avec Léa Berducot. L'île de Kos n'en finit pas d'être submergée par les migrants. Parmi eux, des centaines de réfugiés syriens qui foulent le sol grec par le biais de la Turquie. Certains ne survivent pas à cette traversée. Mardi matin, 5 Syriens se sont noyés. L'embarcation dans laquelle ils se trouvaient s'est retournée alors qu'ils tentaient de rejoindre l'île grecque en partance de la ville de Bodrum. Salah, réfugié syrien, a lui réussi sa mission. Je veux juste un traitement humain. Je veux vivre comme un humain, comme n'importe qui, n'importe quelle personne. Je recherche la liberté. J'aime la liberté, mais je n'aime pas l'État islamique. En Syrie, avant, nous étions libres, mais maintenant, il n'y a que la guerre et la mort. Le constat du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés est sans appel. Près de 21 000 migrants ont rejoint les côtes grecques en une semaine. Ce nombre représente presque 50% du total des arrivées de migrants par la mer dans le pays en 2014. La Grèce, qui subit une crise économique sans précédent, s'est dite dépassée par ce phénomène. Ce mardi, l'ONU réclamait une nouvelle fois au pays une prise en charge de cette crise des réfugiés. Si les autorités pouvaient trouver un vrai dirigeant et nommer quelqu'un qui coordonne cette réponse, alors les autres organisations internationales et nous-mêmes serions prêts à venir sur place et à aider. Mais il est très difficile pour nous de venir travailler sur le terrain s'il n'y a pas quelqu'un qui soit responsable de la situation. Car le nombre de migrants qui tentent d'accéder aux rives grecques ne cesse d'augmenter. Parmi eux, une majorité de Syriens, d'Afghans ou d'Africains. Ils payent plus de 1 000 $ pour l'un des plus courts passages entre la Turquie et l'Europe. Myriam Danan, Paris et Londres s'apprêtent à signer un accord contre la lutte des filières criminelles des passeurs, les trafics d'êtres humains et l'immigration clandestine. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain? Alors concrètement, c'est avant tout un signe positif puisque c'est un accord qui n'existait pas avant cela. Il y a un fonds commun qui avait été créé déjà depuis un peu plus de 2 ans par Paris et Londres. Mais le problème, c'est que tout cet accord, et celui d'aujourd'hui également, ne concerne que Calais, le site de Calais extrêmement problématique. On avait entendu ces morts dramatiques de migrants qui tentaient ainsi de passer la frontière entre la France et l'Angleterre à travers l'Eurotunnel. Alors cet accord entre Paris et Londres pour l'accueil de migrants, eh bien, le texte sera signé jeudi à Calais. Les détails, ils n'ont pas encore été communiqués à la presse, évidemment. On sait notamment que cela cible, comme venez de le dire, les filières criminelles de passeurs, le trafic d'êtres humains et l'immigration clandestine. Alors oui, un geste positif, surtout venant de Londres, parce qu'il va nécessiter un investissement de quelques millions d'euros supplémentaires de la part de Londres pour l'aménagement enfin de ce site de Calais que l'ONU a dénoncé comme possédant des conditions humanitaires absolument déplorables. Mais cela ne change pas le problème dans sa globalité de l'immigration clandestine qui frappe cette fois-ci l'ensemble de l'Europe. Cet accord franco-britannique concerne uniquement
Calais. Il faut aujourd'hui un accord de l'Europe tout entière pour l'immigration clandestine qui touche l'ensemble du continent. Alors on vient de l'entendre, ce chiffre aberrant, plus de 100 000 migrants pour le seul mois de juillet ont rejoint les rives européennes. Pourquoi les pays de l'Union européenne peinent-ils tellement à trouver une solution globale à ce problème des migrants? Eh bien, d'abord parce que cet afflux est absolument massif. On parle en juillet de 107 500 migrants qui ont réussi à pénétrer le territoire européen, essentiellement par le biais de la Grèce, de l'Italie, mais également des Balkans. C'est l'agence européenne Frontex qui est chargée des frontières de l'espace Schengen qui a donné ce chiffre. Mais si l'Europe peine également à s'entendre, c'est également parce qu'il faut aujourd'hui définir une politique commune. Alors Angela Merkel a lancé un très clair appel en direction de l'Europe dimanche soir dans une chaîne télévision allemande locale. Elle a appelé au plus tôt à une harmonisation des procédures d'asile et une fois de plus à une politique commune européenne telle que l'Europe a tant de mal à les mettre en place, sauf que cette fois-ci, le problème est urgent. Et l'urgence, cela va être avant tout la réforme de la Convention de Dublin, une convention qui estime aujourd'hui que le migrant peut demander un droit d'asile dans le premier pays où il va mettre le pied. Cela ne fonctionne plus pour Angela Merkel. Alors, le principal point d'achoppement entre les pays de l'Union européenne, c'est cette histoire de quotas que certains pays acceptent et d'autres pas. La France avait une position un peu partagée. La France était même clairement opposée à ce système de quotas, même si elle est ouverte à un système de répartition des migrants. Parce que là, il est clair qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas mettre l'ensemble de la responsabilité de ce problème de l'immigration clandestine uniquement sur la Grèce et l'Italie, qui, on le sait, ont des situations économiques déjà extrêmement fragiles, ou encore sur l'Allemagne. Ne serait-ce que pour citer l'Allemagne, parce qu'on l'oublie un petit peu de ce côté-là, 450 000 demandes d'asile en 2015, 203 000 en 2014. Pour un bon tiers, il s'agit de migrants des Balkans. On parle de chiffres au moins équivalents en ce qui concerne bien sûr la dramatique situation de l'île de Lampedusa en Italie ou encore l'île de Kos, notamment en Grèce, comme on vient d'en parler dans ce reportage. Toute la responsabilité de l'immigration clandestine ne peut pas reposer sur ces pays frontaliers. Et ça, l'ensemble de l'Europe est d'accord. Et d'ailleurs, la prochaine réunion, ce sera lundi entre Hollande et Merkel sur ce sujet des migrants. Merci beaucoup Myriam Denan. On continue sur la Grèce qui lance aujourd'hui justement son programme de privatisation conformément à l'accord passé avec les créanciers européens. Premier secteur concerné, celui des aéroports régionaux. 14 d'entre eux ont été vendus à un consortium allemand pour 1,23 milliard d'euros. C'est Anne Nicole. Alexis Tsipras tient ses promesses. 14 aéroports régionaux de Grèce sont passés aux mains allemandes. L'accord a été signé ce mardi pour un montant total de 1,23 milliard de dollars. Et c'est un consortium allemand qui a racheté ces aéroports. Un début de transaction avait déjà été mis en place par le précédent gouvernement grec, mais il avait été finalement gelé après l'élection en janvier dernier du Premier ministre de gauche radicale. L'Allemagne contribue donc à aider la Grèce, alors que le gouvernement Merkel était pourtant intransigeant au sujet de l'avenir du pays dans la zone euro. Une première privatisation importante pour le gouvernement Tsipras. Athènes s'est en effet engagée auprès de l'Eurogroupe à mettre 6,4 milliards de dollars de cessions au privé sur la période de 2015-2017 afin de remonter la pente de la crise qui s'abat sur le pays. Il s'agit de la première privatisation du gouvernement Tsipras dans le domaine des infrastructures, un plan de privatisation important depuis le début de la crise grecque. Et à noter, l'agence de notation financière Fitch a relevé d'un cran ce mardi la note de la dette de la Grèce après l'accord conclu entre Athènes et les institutions européennes qui accordent, je vous le rappelle, un 3e plan d'aide à Athènes. En Chine, 6 jours après une série de gigantesques explosions à Tianjin, la population craint à présent toujours une possible contamination de l'air et de l'eau. Ce mardi, c'est la pluie, comme vous le voyez sur ces images, qui a ravivé les inquiétudes des habitants. Au contact de l'eau, une étrange mousse blanche est apparue sur les routes. Les autorités chinoises qui essayent maintenant de chiffrer le coût de cette catastrophe. C'est un coût économique qui s'annonce très important pour dépolluer toute cette zone. Océane Nicole. Ils sont plusieurs dizaines à s'être rassemblés ce mardi, près d'une semaine après l'explosion du site portuaire de Tianjin à l'ouest du pays. Minute de silence et recueillement en mémoire des 114 victimes de la catastrophe. 57 personnes sont toujours portées disparues, tandis que 31 corps n'ont toujours pas été identifiés. Mais la tristesse laisse place à la panique. Des centaines de sinistrés ne peuvent toujours pas regagner leur logement et la peur d'une contamination est au cœur des discussions. Nous ne pouvons pas retourner chez nous. Nous avons des enfants, nous avons une famille. Nous ne pouvons pas être sûrs que l'environnement est convenable pour y vivre.
D'après des sources officielles chinoises, environ 700 tonnes de cyanure de sodium étaient stockées dans l'entrepôt qui a explosé, un produit hautement toxique qui pourrait contaminer l'environnement. Les autorités assurent cependant que l'air et l'eau ne présentent pas de danger pour la population, mais celle-ci se montre plus sceptique. Nous n'avons pas encore de tests scientifiques, mais il ne devrait pas y avoir de gaz toxiques dans l'air, parce qu'il n'y a pas de grande quantité de produits chimiques toxiques. Pourtant, sur des échantillons d'eau prélevés dans 40 points de la zone interdite au public, 8 d'entre eux ont révélé une présence excessive de cyanure, dépassant jusqu'à 28 fois le niveau recommandé. Du cyanure en plus faible quantité a été également détecté dans 21 autres échantillons. Les autorités chinoises ont construit un barrage de sable et de terre, délimitant ainsi une zone de 100 000 m² autour du site de l'explosion, afin d'éviter tout écoulement du produit chimique. Les scientifiques sont vigilants aux prévisions de pluie pour les prochains jours, car elles pourraient faire réagir les produits chimiques et les diffuser plus largement dans l'environnement. La Thaïlande face à une psychose terroriste au lendemain de l'attentat meurtrier dans le centre de Bangkok qui a fait 21 morts et des dizaines de blessés. Une autre bombe a été lancée dans le métro aérien de la capitale, mais cette fois il n'y a eu aucun blessé. L'auteur de l'attentat d'il y a 2 jours a lui pu être identifié sur des caméras de surveillance. Par ailleurs, la vie reprend doucement son cours à Bangkok. Regardez. Dans les rues du centre-ville, de nombreuses forces de police sont déployées et des centaines d'écoles sont fermées. Le climat est tendu et les habitants en état de choc. Pour le moment, personne ne s'est porté responsable. C'est à la police d'enquêter et de trouver les faits parce que des personnes sont mortes. Maintenant, tout le monde a peur et éprouve de la sympathie pour ceux qui sont morts. Selon les autorités, aucune piste n'est exclue pour retrouver les auteurs de l'attaque de lundi. La police a fait circuler des images montrant un jeune homme vêtu d'un t-shirt jaune et transportant son sac à dos à proximité du site. On le voit quitter les lieux sans son sac à dos peu avant l'explosion. Le gouvernement promet de mettre en place tous les moyens nécessaires pour trouver des coupables. D'après cet incident, il est évident qu'il y a des individus ou des groupes actifs dont l'intention est de nuire à la Thaïlande, qui pourraient être à la poursuite de gains politiques ou d'autres intentions, en attaquant l'économie et le tourisme. Le gouvernement royal thaïlandais va mettre en place tous les moyens d'enquête nécessaires pour trouver les coupables et les traduire en justice. Le bilan humain fait état de 20 victimes, parmi lesquelles 11 étrangers et plus de 120 blessés. Pendant que l'enquête avance, la solidarité s'organise. Dans un centre de la Croix-Rouge, des centaines de Thaïlandais font la queue pour donner leur sang. La situation d'hier soir est difficile pour les services de transfusion en Thaïlande. Mais le Centre national de la Croix-Rouge thaïlandaise a la chance d'avoir beaucoup d'approvisionnement de sang et de composants sanguins. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat, mais les autorités ont indiqué que le mode opératoire ne ressemblait pas aux attentats fréquents dans le sud du pays. La Thaïlande, pays très divisé, est le théâtre de violences politiques meurtrières depuis plus d'une décennie. Et c'est un ultimatum qui commence à prendre des proportions gênantes pour le gouvernement israélien. Mohamed Allan est sorti de son coma hier et il donne 24 heures à Israël pour régler son sort. Le prisonnier palestinien menace sinon de poursuivre sa grève de la faim. Les médecins israéliens refusent toujours de l'alimenter de force. Et devant l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, les manifestations de solidarité se poursuivent. Le point avec Elsa Mourgue. Shiri Moussaoui se lance à son tour dans une grève de la faim. La jeune femme palestinienne est emprisonnée en Israël pour son implication présumée dans plusieurs entreprises terroristes. Un geste extrême donc, qu'elle veut comme solidaire envers Mohamed Allan, le prisonnier palestinien qui refuse de s'alimenter depuis 2 mois. Son père faisait part de ses inquiétudes face caméra. On le traite comme s'il n'était pas un être humain parce qu'il n'est pas juif. Et l'Occident doit regarder et comprendre que celui qui fait ça, c'est l'enfant gâté qu'il a créé. L'enfant gâté, c'est Israël, qui fait face depuis peu à de fortes contestations venant de la part de ses citoyens arabes. Le député israélien Ahmed Tibi est depuis toujours l'un des porte-parole de cette communauté. Nous exigeons la libération de Mohamed Allan. Une exigence en partie entendue. Israël se dit prêt à le libérer s'il accepte de partir pour un autre pays, une proposition immédiatement rejetée par l'avocat du prisonnier, mais une première victoire qui valide la méthode. Ils sont désormais des dizaines de prisonniers à envisager la grève de la faim,
La polémique autour de l'état de santé de Mohamed Allan intervient dans un contexte de fortes tensions entre Israéliens et Palestiniens. 3 attaques contre des soldats de Tsahal ont eu lieu en moins d'une semaine. Des tensions que l'on retrouve également à l'entrée de l'hôpital où est soigné le prisonnier, comme à l'intérieur de la sphère politique israélienne. Le sort du détenu palestinien est désormais au cœur d'une bataille juridique comme politique. Et contrairement à l'habitude, ce combat rassemble toutes les mouvances chez les Palestiniens. Du groupe djihad islamique, qui menace ouvertement Israël en cas de décès du prisonnier, en passant par les Arabes israéliens de la liste arabe unie de la Knesset, ou même jusqu'à l'autorité palestinienne, qui n'hésite pas à mêler le monde au sort du détenu. Mohamed Allan est dans un état critique et nous exhortons la communauté internationale de nous aider à le faire libérer et à faire libérer les centaines d'autres prisonniers pour mettre fin à leur souffrance et à la souffrance de leur famille. En attendant, Mohamed Allan est sorti du coma et donne à Israël 24 heures pour régler son cas, sans quoi il reprendra sa grève de la faim. Un ultimatum entendu par les médecins de l'hôpital d'Ashkelon, une grande ville israélienne à la lisière de Gaza, qui annonce que le patient ne semble pas avoir subi de lésions irréversibles. Mais les médecins sont catégoriques sur un point. Le membre du djihad islamique ne survivra pas à une nouvelle grève de la faim. Alors Daniel Haïk, on l'a vu, l'effet de contagion que craignait tant le gouvernement israélien est bel et bien en train dans une situation difficile, effectivement. Une situation difficile, exactement. De plus en plus de prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim et le djihad islamique a appelé à une généralisation de cette méthode. Oui, on n'y est pas encore, mais en fait le gouvernement israélien se trouve, on va dire, placé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, si Mohamed Allan décède des suites de sa grève de la faim, eh bien, il est fort probable qu'il y aura des émeutes dans les territoires en Judée-Samarie. C'est ce que le gouvernement israélien veut absolument éviter. Mais d'un autre côté, si il le libère, eh bien, cela va laisser une porte ouverte immense à l'ensemble des prisonniers palestiniens, qu'ils soient détenus administratifs ou qu'ils soient déjà condamnés, pour entamer des grèves de la faim et essayer d'obtenir gain de cause et être libérés. Alors, effectivement, il faut dire que le mot-clé dans cette affaire, c'est le mot de compromis. Il faut dire que toutes les grèves de la faim historiques, depuis 1967, entre Israéliens et Palestiniens, toute cette confrontation entre autorités israéliennes et palestiniennes, eh bien, se sont terminées par un compromis. Alors là aussi, il est possible que l'on trouve un compromis. Même face à l'ultimatum lancé hier par Mohamed Allan lorsqu'il s'est réveillé, on peut envisager un compromis qui pourrait être présenté par l'État d'Israël dans les prochaines heures à la Cour suprême. La Cour suprême qui doit donc statuer sur le statut donc de Mohamed Allan. Ce compromis pourrait être calqué sur ce qui s'est passé il y a à peine un mois, discrètement, un autre prisonnier palestinien détenu administratif qui avait fait une grève de la faim de 55 jours et qui est même un récidiviste du djihad islamique également. Khader Adnan a été libéré très discrètement en pleine nuit le 12 juillet dernier sans que personne ne fasse de bruit. Alors pourquoi justement ce cas fait plus de bruit que celui de Adnan? Eh bien parce que justement, d'une certaine manière, parce que Mohamed Allan est un jusqu'au boutiste. C'est un homme qui est soupçonné par Israël d'avoir recruté des suicidaires. Donc c'est un homme qui, pour lui-même, lui-même est capable de se suicider aussi et d'aller jusqu'au bout de sa grève de la faim. Et c'est ce qui inquiète les Israéliens. Et puis il y a aussi cette mobilisation, une mobilisation des Arabes israéliens dans des manifestations. Tout cela se produit aussi dans un contexte où il n'y a pas d'information d'actualité brûlante par ailleurs en Israël. Donc on parle beaucoup de ce cas-là. Et cela risque de causer un précédent difficile pour l'État d'Israël. Alors le cas de Mohamed Allan a relancé le débat autour de la détention administrative. Est-ce que ce n'est pas justement le moment pour Israël de changer ses méthodes et les mesures de détention? Effectivement. Et vous savez que Mohamed Allan a menacé dans son ultimatum, a dit soit on me libère, soit on me juge. Et le problème d'un procès de Mohamed Allan est un problème aussi pour Israël parce qu'on risque de découvrir qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour avoir maintenu cet homme en détention administrative depuis 18 mois. Et cela risque de remettre en cause le problème de la détention administrative. Il y a 340 détenus palestiniens qui sont détenus en détention administrative. Et puis, surtout, depuis 2-3 semaines, on parle de la détention administrative des jeunes des collines, des jeunes Israéliens de l'extrême droite, de la droite radicale israélienne. Et il est clair qu'aujourd'hui,
à droite de l'échiquier politique israélien comme du côté palestinien, il y a une communion, on va dire, d'intérêts pour dénoncer la détention administrative et cela embarrasse les Israéliens. Merci beaucoup Daniel Eik. On parle d'une autre menace qui pèse sur Israël, l'Iran qui s'apprête à officialiser un contrat d'achat de missiles S-300 auprès de la Russie. Israël qui s'inquiète de la présence iranienne à ses frontières, notamment le long de la frontière syrienne. C'est le sens de la visite effectuée hier par Benyamin Netanyahou auprès du commandement nord de l'armée israélienne. Maxime Perez. Benyamin Netanyahou en visite au commandement nord de l'armée israélienne. Alors que l'accord sur le nucléaire iranien fait craindre un réchauffement des frontières libanaises et syriennes, le Premier ministre a tenu à livrer un message de fermeté. Tsahal est une armée forte. L'État d'Israël est fort. Nous nous tenons prêts à tout scénario. Nous prendrons pour cible tous ceux qui veulent nous porter atteinte. À sa frontière nord, c'est d'abord sur le plateau du Golan qu'Israël redoute des tentatives de déstabilisation. Dimanche, Tsahal publiait ces images filmées au mois d'avril. Elles montrent un commando arrivé du village druze de Khader en Syrie. Les 4 hommes sont neutralisés avant même d'avoir pu déposer leurs charges explosives le long de la frontière israélienne. C'est une attaque d'envergure qui a été déjouée. Le plateau du Golan n'est pas calme et c'est l'Iran qui fait en sorte que cette région ne le soit pas. Elle active des cellules chargées de mener des attentats contre nos forces. Des émissaires des gardiens de la révolution attendent l'application du mauvais accord signé avec les grandes puissances pour transférer plus d'argent au Hezbollah. Et Israël a bien l'intention de ne pas rester les bras croisés face à cette menace. La semaine dernière, Tsahal a mené un vaste exercice simulant une opération terrestre limitée en territoire syrien. Des manœuvres répondant à 2 types de scénarios. Des tirs massifs de roquettes sur le plateau du Golan par le Hezbollah et l'utilisation d'armes chimiques par des groupes djihadistes ou islamistes installés tout près de la frontière israélienne. Des plans opérationnels qui existaient déjà quand l'armée israélienne devait se préparer à un éventuel conflit avec l'armée syrienne. Mais à présent, ils ont été réadaptés à la situation de chaos qui règne de l'autre côté de la frontière. Une situation plus que jamais incertaine. Alors Mathias, on vient de l'entendre, cette phrase de Benyamin Netanyahou, nous frapperons ceux qui veulent nous frapper. Le Premier ministre israélien monte-t-on notamment face au Hezbollah et à l'Iran. L'Iran qui devrait, on l'a également entendu, recevoir des missiles S-300 de la part de la Russie. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Écoutez, Benyamin Netanyahou monte d'un ton et montre surtout les muscles face à ceux qui le regardent. Et ceux qui le regardent, c'est le Hezbollah donc, et l'Iran. L'Iran qui a effectivement déclaré cette semaine vouloir racheter, en tout cas finaliser l'achat des missiles S-300. Pourquoi cela change la donne? Pourquoi c'est un game changer? Parce que ces missiles S-300 peuvent détruire des avions, qu'ils soient F-15, F-16 ou alors des avions furtifs F-18 et surtout F-35 achetés par les Israéliens aux Américains, capables de transporter ce qu'on appelle des bunkers boosters, c'est-à-dire des bombes capables d'exploser des bunkers au sol, donc des installations nucléaires, et donc en cas d'attaque israélienne, je pousse le déroulé jusqu'au bout, si Israël devait attaquer, l'Iran pourra se défendre avec des missiles toute dernière génération. Alors c'est une version israélienne confortée par des propos tenus par le ministre des Affaires étrangères iranien et Hassan Nasrallah, c'était la semaine dernière. Alors Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, le secrétaire général du Hezbollah, a déclaré que l'accord sur le nucléaire iranien était un accord historique visant à détruire l'ennemi sioniste, ça on a l'habitude de l'entendre. En revanche, Jawad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, tout sourire à Vienne et à Genève au cours des derniers mois, et qui arrive à Beyrouth, alors effectivement, qui omet, entre guillemets, de se prosterner devant la tombe de Imad Mournier, le chef mythique militaire du Hezbollah, mais en tout cas qui déclare que cet accord nucléaire iranien va permettre de donner de l'argent à son fief, à savoir le Hezbollah, pour continuer la lutte contre Israël. Et donc la stratégie verbale de Benyamin Netanyahou en direction de Barack Obama fonctionne, en tout cas est corroborée par les propos des dirigeants iraniens, à savoir que cet argent, l'argent qui va couler dans les comptes de l'Iran, va servir à financer le terrorisme. En attendant, toujours donc aux États-Unis, c'est un nouveau coup dur pour Barack Obama, puisqu'un nouveau sénateur démocrate a annoncé publiquement qu'il s'opposait à l'accord entre les 5+1 et Téhéran.
Ce n'est pas une surprise. Robert Menendez a généralement été contre ces négociations, en tout cas laisser faire, mais en même temps on disait essayons de voir ce qu'il va advenir de cet accord. En attendant, effectivement, Robert Menendez a dit avoir pris en son âme et conscience la décision de voter contre cet accord au Congrès. Reste à savoir si ce poids aura une influence, parce que plus de la moitié des sénateurs démocrates ne se sont pas encore prononcés pour ou contre le vote qui aura lieu au Congrès. Et on le sait, il faut 2/3 des deux chambres, à savoir le Congrès et le Sénat, pour empêcher le veto du président américain Barack Obama. Merci beaucoup Mathias Finbar. Toujours aux États-Unis, sachez que l'armée va être envoyée en Californie afin de prêter main forte aux plus de 12 000 pompiers mobilisés contre une vingtaine de feux dans cet État américain en proie à une sécheresse historique. C'est pour la première fois depuis 9 ans, quelques 200 soldats provenant d'une brigade fédérale basée dans l'État de Washington, au nord de la Californie, vont recevoir 3 jours de formation avant de rejoindre, à partir de dimanche, les pompiers locaux. Alors que la campagne des primaires bat son plein, vous le savez, aux États-Unis, Barack Obama, lui, Rudy Sada, se concentre sur l'après. Oui, dans un peu plus d'un an, Barack Obama quittera la Maison-Blanche et son bureau ovale. Il n'aura à ce moment-là que seulement 56 ans, soit la vie devant lui. Alors devant le vertige de cette retraite, le président américain a réuni une véritable dream team autour de lui pour penser à l'après. Alors il s'est entouré des écrivains Toni Morrison et Malcolm Gladwell, de l'actrice Eva Longoria et du fondateur du réseau social LinkedIn, Reid Hoffman. Alors toutes ces personnalités du monde de la culture et du net se réunissent fréquemment pour évoquer la meilleure reconversion possible pour le futur ex-président américain. Alors justement, sait-on vers quoi Barack Obama va se diriger après ce poste quand même très important? Alors, dans un premier temps, on se dirige vers le grand classique. Et le grand classique, c'est la bibliothèque présidentielle. C'est une tradition depuis le président Herbert Hoover. Dans les années 30, cette bibliothèque, on trouve, elle réunit en fait des archives physiques, sonores, visuelles du président. Là, on voit celle de Bill Clinton, donc qui raconte un peu son mandat. Donc, c'est une tradition américaine. Alors, cette bibliothèque Obama devrait se trouver à Boston, fief historique évidemment du président américain, mais une autre idée a émergé, celle de créer la première bibliothèque présidentielle 100% numérique. Le Wall Street Journal parle d'un budget pharaonique de 800 millions de dollars à 1 milliard de dollars pour la créer, mais il y a d'autres pistes de reconversion. Pourquoi pas Hollywood? Donc c'est Obama, proche de Steven Spielberg, pourrait éventuellement adapter ses 8 ans. Non mais c'est vrai, il pourrait éventuellement adapter, c'est un projet possible pour les observateurs, il pourra adapter ses 8 ans de présidence au cinéma, sans forcément l'incarner, mais il pourrait aider au scénario. Oui, alors comme chaque bon ex-président qui se respecte, il y a bien sûr la piste des fameuses conférences rémunérées. On en a beaucoup parlé dans le cas de l'ex-président Nicolas Sarkozy, mais le pionnier en la matière, c'est bien Bill Clinton. Il était président de 1993 à 2001. Alors ses allocutions d'ex-président lui auraient rapporté, depuis cette date, depuis la fin de son mandat, plus de 125 millions de dollars. Même si on enlève 30% d'impôts, ça fait quand même une coquette somme. Et d'ailleurs, Bill Clinton a précisé qu'en cas de victoire, il renoncerait, donc laisserait la place à Barack Obama pour ses conférences. Et lui aussi avait trouvé le temps long à la fin de son mandat. Regardez. We take on some of the toughest challenges of our time, from rebuilding our economy after a devastating recession, to ending our wars in Iraq and Afghanistan and bringing almost all of our troops home, to strengthening our security through tough and principled diplomacy. Bien. Bon, petit problème de son, mais on a en tout cas vu Bill Clinton en train de jouer aux origamis pour faire passer le temps. Merci beaucoup Rudy Sada, restez avec nous. On revient dans un instant, juste après le journal. Retour sur le plateau du Morning. Merci de nous suivre ce matin. Se dirige-t-on vers un règlement international du conflit en Syrie? C'est une première depuis 2 ans. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier à l'unanimité un plan pour la paix. On regarde ce sujet signé Myri Maman et on en reparle juste après. Ce n'était plus arrivé depuis 2 ans. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité des voix un plan de paix pour la Syrie. La Russie et la Chine ont voté le texte, un texte qui relance l'idée d'une transition politique dans le pays.
Le Conseil de sécurité souligne que la seule solution durable à la crise actuelle en Syrie passe par un processus politique dirigé par les Syriens et qui réponde aux aspirations légitimes du peuple syrien. À cet égard, le Conseil souligne l'urgence pour toutes les parties à travailler avec diligence et de manière constructive pour atteindre cet objectif. Seule voix discordante parmi les 15 membres du Conseil, celle du Venezuela. Le pays qui entretient des relations amicales avec la Syrie a émis des réserves sur de nombreux points du communiqué. Ce Conseil doit être impartial et objectif dans le traitement de la crise syrienne. Si l'on ne tient pas compte de la légitimité du gouvernement du président Bachar el-Assad, on viole la souveraineté de ces personnes, ce qui contredit le texte adopté. L'initiative doit prendre forme dès le mois prochain. 4 groupes de travail se pencheront sur les thématiques suivantes: la sécurité et la protection, le contre-terrorisme, les questions politiques et légales ainsi que la reconstruction. Le plan de paix a été adopté au lendemain de raids meurtriers menés par le régime syrien sur la ville de Douma. Le bilan est lourd, une centaine de personnes tuées, principalement des civils. Ali Ouaked, les 15 membres du Conseil de sécurité parlent tous de mettre fin à la guerre par une transition politique. Est-ce que cette transition politique inclut ou pas Bachar el-Assad? Bon, le grand changement qui a permis cette unanimité au sein du Conseil de sécurité, c'est le fait que la Russie et la Chine ont donné la main à l'introduction de la question de la transition, chose que la Russie a été constamment opposée, parce que transition peut ouvrir les portes aux analyses quel sera le sort du président Assad. Et pour la première fois, les Russes nous laissent comprendre que le sort de Bachar Assad pourra être discuté sur la table de négociation, et ce n'est plus un tabou qu'il était opposé à toute autre solution. Et quand on dit russe, on dit bien sûr les Iraniens aussi, qui ont, dans le cadre de leur entente, leur nouvelle entente avec la communauté internationale, ont laissé à comprendre que tous les cartes seront désormais sur la table, y compris le sort du président syrien. Il y a 4 points dans cette initiative du Conseil de sécurité: la question humanitaire, bien sûr, la question de la reconstruction, la lutte anti-terreur et les questions politiques, voire la transition politique. C'est ce point de la transition politique sur lequel pourra soit réussir ses efforts, soit s'effondrer. Et ça, ce qui pousse d'ailleurs les belligérants à accélérer, à intensifier la guerre dans les derniers jours en Syrie. On voit le nombre de personnes tuées et les raids aériens du régime qui ont fait 96 morts. Et les attaques de rebelles. Mais Éléonore, le fait que la communauté internationale comprend que dans cette guerre civile, il y a l'État islamique qui continue à gagner de territoire, continue à gagner d'influence. L'État islamique qui n'est plus en Syrie et en Irak, il est en Égypte, il est maintenant en Libye, et c'est un développement très important pour les pays occidentaux de voir l'État islamique presque à leur porte. Finalement, c'est plus la lutte contre l'État islamique que véritablement la guerre en Syrie qui intéresse, qui retient l'attention des pays. C'est la compréhension qu'il y a un élément qui doit faire sortir la communauté internationale de son indifférence vis-à-vis la crise syrienne. Et c'est pour cela on voit ce pèlerinage vers Moscou des pays du Golfe, des Iraniens, etc., pour trouver une formule qui pourra conserver les intérêts des différents pays. La grande question, c'est quel sera, dans le cadre de cette transition politique, le sort du président Assad. C'est encore le point sur lequel il y a une certaine différence entre Russes et Iraniens et tous les autres. Alors donc Bachar el-Assad, dans cette transition politique, en tout cas dans le plan de paix qui a été évoqué par les 15 pays du Conseil de sécurité, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il est présent dans ce plan de paix? On parle il n'est pas mentionné Bachar Assad. Il y a cette transition politique qui, selon Russes et Iraniens, dans le cadre de cette transition politique, il peut se faire que Bachar Assad sera élu le nouveau président de la République syrienne. Pour les rebelles et pour l'opposition syrienne, dès le départ, Bachar Assad ne doit pas faire partie d'aucune transition politique et qui doit être exclu de tout processus de négociation. Et c'est encore le point qui fait la différence entre les différents pays. Et c'est sur ce point que les membres du Conseil de sécurité essaieront de se mettre d'accord d'ici le mois de septembre, où cette initiative
il espère, sera lancé officiellement. Merci beaucoup, Ali Ouaked. On en vient à ces révélations inquiétantes. Toujours en Syrie, les combattants du groupe État islamique n'hésitent pas à violer, commercialiser et rendre esclaves des femmes non musulmanes, notamment des femmes issues de la communauté yézidi. On en parle tout de suite par téléphone avec Ephraim Herrera, spécialiste du monde musulman à Jérusalem. Bonjour. Alors, quelle est d'abord l'idéologie invoquée derrière ces crimes affreux? Comment les membres de l'État islamique les justifient? Bonjour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la théologie de base de l'État islamique est basée sur la jurisprudence classique de l'islam et qu'il n'y a ici rien qui constitue une déviation du droit musulman. Dans le droit musulman, quand on combat, on arrive à avoir comme butin des femmes et des enfants. Les rapports sexuels avec les femmes sont licites et la vente des femmes et des enfants aussi. Et cette loi a été appliquée de manière continue dans l'islam depuis l'époque de Mohammed jusqu'au 19e siècle. Alors pourtant, Ephraim Herrera, vous dites ça, mais pourtant tous les pays musulmans d'un commun accord condamnent ces viols et ces crimes, sauf les membres de l'État islamique qui prétendent que si les femmes ne sont pas musulmanes, ces crimes ne sont en fait pas des crimes selon le Coran. Oui, en fait, il faut bien distinguer entre la loi islamique et les États musulmans. Au niveau de la loi de l'islam, c'est bien clair. Le concept de base est que Mohammed est l'exemple absolu, infaillible, qui a été guidé par Allah. Or, lui, dans le combat contre les Banu Mustalik, il a eu lui-même et ses soldats ont violé le soir même de la bataille les femmes qu'ils ont capturées. Donc ça figure dans le Coran, ça figure dans le Hadith, ça figure dans toutes les sources et dans toutes les écoles de jurisprudence de l'islam. Enfin, on a surtout dit que c'était une question d'interprétation. Une question sur le marché aux esclaves. Comment a vu le jour ce marché aux esclaves mis sur pied par les membres de l'État islamique? Mais c'est exactement la même chose. On retombe exactement sur les principes de l'islam. Il faut bien comprendre que l'État islamique veut retourner aux bases orthodoxes absolues telles qu'elles sont fixées dans le droit islamique par les 4 grandes écoles sunnites. Donc ici, eux, ils ne dévient en rien. Les États modernes arabes et autres États musulmans sont, eux, en déviation, en réforme. Une réforme bénie, heureusement. Mais eux veulent retourner à ce qu'ils appellent la salafia, c'est-à-dire l'exemple du prophète et des 4 premiers califes. Merci beaucoup Ephraim Herrera d'avoir répondu à nos questions. On a vu ces images atroces de chefs-d'œuvre et de monuments détruits par les combattants de l'État islamique. On connaît les ravages de la guerre et des conflits sur l'architecture et les paysages. On reste en Syrie où la guerre civile, vous le savez, a fait 230 000 morts. Les conséquences matérielles sont aussi terribles. Explication de David Combat. C'est l'une des plus belles citadelles de la région, vestige de la riche histoire du Moyen-Orient. Bienvenue au Krag des Chevaliers. Située à Al-Khosson depuis des siècles, cette imposante forteresse contrôle la trouée de Homs. Homs, cette ville syrienne connue pour le siège dramatique qui a tenu la ville en asphyxie pendant quasiment 3 ans, faisant plus de 2200 morts. Un siège dont l'épilogue se conclut avec la prise de contrôle de la ville et de sa région par les forces loyalistes. Une zone qui comprend le fameux Krag des Chevaliers. Allahu Akbar. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 2006, la forteresse a malheureusement repris sa fonction guerrière durant le conflit. Pilonnée depuis la plaine, bombardée depuis les airs par l'armée de Bachar el-Assad, le fort est repris des mains des forces rebelles en mars 2014 et retombe sous l'autorité des forces loyalistes. Après plus de 18 mois de combats acharnés, les dégâts infligés sont importants. Pourtant, à contre-courant des combats faisant rage, le gouvernement de Damas a décidé d'investir et de réparer les dégâts. Ici, les dégâts sont nombreux. Il y avait un escalier qui reliait la cour à la table ronde. Les escaliers ont disparu. Alors pour rénover tout ça, on a besoin bien sûr de temps et d'argent. La salle des chevaliers a été mise à sac, mais les statues sont toujours là. 2 d'entre elles sont en bonne condition. Donc on peut commencer à reconstruire selon cette ligne de statues. Un patrimoine inestimable et dont la valeur est au centre de l'attention du gouvernement syrien qui voudrait limiter la destruction de son patrimoine historique. Le gouvernement syrien paye pour tous ces travaux sans aucune perte. À présent, nous sommes soulagés que des budgets aient été débloqués et que le gouvernement insiste pour que le ministère de la Culture gère la crise de l'héritage culturel syrien.
Des travaux de remise en état destinés à faire profiter le grand public de ce bastion à la croisée de l'espace et des temps. Je pense que la prochaine étape est qu'au cours de cette année et avant l'été prochain, tous les travaux initiaux soient achevés. Pas tous, parce que la restauration en soi prendra beaucoup de temps. Mais les travaux urgents seront effectués et les portes réouvriront pour que les touristes ne soient pas affectés par ces dégâts. Ce sont des standards internationaux et nous devons de les respecter. Le théâtre romain de Palmyre, la vieille ville d'Alep. Ces derniers mois, les joyaux culturels et archéologiques de Syrie ont fait la une des médias internationaux après avoir été pillés et saccagés. Assister ainsi à la reconstruction de l'un des 6 sites protégés par l'UNESCO est une minuscule lueur d'espoir dans la pénombre syrienne. Allez, direction Qatar à présent, une nouvelle réforme pour les travailleurs immigrés a été repoussée. À l'origine, cette nouvelle loi censée entrer en vigueur le 18 août devait leur garantir d'être payés en temps et en heure. C'est bien cela, Rudy? Oui, hier, les ONG avaient vraiment les yeux tournés vers le Qatar avec une certaine méfiance et une certaine inquiétude. Une inquiétude, effectivement, qui n'était pas sans fondement. Alors, on va expliquer ce qui devait se passer hier. On le sait, le pays, depuis plusieurs années, est sous le feu des critiques en ce qui concerne les conditions de travail des ouvriers migrants qui travaillent sur les chantiers précisément de la Coupe du Monde. Alors, il y aurait, selon les ONG, depuis 2010, le début de ces travaux, plus de 1000 ouvriers qui auraient perdu la vie au Qatar. Un chiffre à prendre avec prudence, mais qui renvoie clairement, si on s'y réfère, à la notion d'esclavage moderne. Alors, depuis hier, une série de réformes devait rentrer en application. Il s'agit du système de protection des salaires baptisé WPS qui garantit un paiement en temps et en heure des salaires, soit tous les 15 jours, soit tous les mois. Et si les entreprises ne coopéraient pas, elles avaient droit à des amendes qui pouvaient aller jusqu'à 1500 €, 6000 riyals, et surtout des peines de prison pour les patrons, pour les entrepreneurs. Alors c'est un enjeu important parce qu'un rapport de 2013 indique que 21% des 250 000 travailleurs qui viennent du Bangladesh, du Népal, d'Inde, avaient déjà eu des retards de paiement lors de ces 5 dernières années. Alors d'accord, les salaires seraient versés à temps, mais est-ce que les conditions de travail de ces immigrés vont évoluer, vont changer, vont s'améliorer? Alors c'est une question très épineuse pour le gouvernement qatari, très compliquée parce que d'un côté il y a effectivement les critiques de la communauté internationale. Le Qatar est obligé de réagir, ils organisent généralement souvent des visites pour la presse pour montrer que finalement les conditions ne sont pas si catastrophiques que ça. Et puis de l'autre côté, il y a la pression des entrepreneurs de BTP qui font aussi pression sur le gouvernement. Mais dans les faits, il y a un blocage. Ce blocage, il s'appelle la kafala. C'est l'application d'un principe de parrainage islamique qui met en fait un peu l'employé à la merci de son employeur au-delà du simple fait du travail. Par exemple, il a le droit sur son visa et sur ses conditions de vie. Donc il y a évidemment un problème à ce niveau-là. Je vous propose d'écouter le témoignage de 2 travailleurs. En ce qui concerne le système de kafala, à moins qu'il ne soit aboli par le gouvernement qatari, nous serons toujours dans des conditions d'esclavage entre guillemets dans ce pays. Ils sont au moins 8 ou 10 personnes dans les chambres. Ce n'est pas possible de vivre comme ça, il faudrait 2 personnes par chambre. Voilà, alors le gouvernement de Doha a promis d'abolir bientôt la kafala en 2015, mais ça ne vient toujours pas. Et effectivement, ce qui s'est passé hier, cette annulation au dernier moment, est effectivement un mauvais signe. Alors les ONG qui avaient mis en garde contre justement ces conditions de travail extrêmes, est-ce qu'elles soutiennent ces réformes? Alors dans un premier temps, Amnesty International avait salué justement ce plan qui devait rentrer en vigueur hier et se disait très prudent quant à l'application de la loi. Alors effectivement, là, la loi ne va pas être appliquée. Force est de constater que la pression mise par les employeurs du bâtiment l'a emporté. L'application de la loi ne devrait pas rentrer en vigueur avant le 2 novembre prochain. Merci beaucoup, Rudy Saad. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes, juste après le journal présenté par Daniel Atlan. À tout de suite.
mercredi, comme tous les mercredis, vous le savez, c'est l'heure des sorties ciné de la semaine. Laetitia, quels étaient les films à ne pas rater cette semaine? Quels sont? On est toujours mercredi. Eh bien, moi, d'habitude en été, qui vient vous présenter tous les blockbusters, les films à gros budget américains, eh bien, là, c'est une chronique toute bleu, blanc, rouge que je vais vous faire, puisqu'il n'y a que du film français aujourd'hui d'intéressant à aller voir, à commencer par ce film d'action Bien de chez nous, avec la version française tout de même de Liam Neeson, c'est-à-dire Jean Reno, qui est de retour, qu'on adore, hein, et qui renoue avec son vieux genre de prédilection dans ce film qui s'appelle Anti-Gang. Il joue un vieux flic, entouré de jeunes flics aux méthodes très peu conventionnelles, c'est-à-dire utilisage de battes de baseball, et on en oublie un petit peu les règles, les règlements au cours d'arrestations spectaculaires. Les résultats sont bien au rendez-vous, regardez. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais équipe avec Buren? On se connaît depuis que j'ai 15 piges. Bonjour, c'est la police. Ici, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Les temps ont changé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est les battes de baseball que vous emmenez sur les interventions. Les cow-boys n'ont plus leur place au sein de cette maison. Commandant, t'imagines le bordel? Non mais se taper la femme de son boss. Armin Casper, le mec reste au calme pendant 10 ans et il revient pour braquer une petite bijouterie. Pourquoi il l'a tué? Ils avaient ce qu'ils voulaient. Soit par sadisme, soit c'est une exécution. Vous avez pris un sacré coup de vieux. Bon vieux flic français. Tes petits potes là, ils ont craché le morceau. C'est foutu pour toi. Tu peux dire à ta copine qu'elle a un trop joli petit cul pour être crédible en méchant flic. Le braquage d'hier, c'était seulement les préliminaires. Mais à la ramasse, ils ont un coup d'avance à chaque fois. On va encore se faire engueuler. J'espère bien. Ça fera bien sur ton rapport de stage. C'est maintenant que t'arrives. Fallait bien que je vous laisse vous défouler. Trop sympa. Je sais, c'est mon problème. Je suis trop gentil. Un bon policier à la française. On Oui, dit qu'ils sont moins réussis en général. Oui, mais je trouve que ça a l'air plutôt pas mal. Et puis vraiment, j'adore Jean Reno. Jean Reno. Et ça fait du bien de le voir. On va le revoir dans Les Visiteurs très prochainement, puisqu'ils reviennent. Mais ça fait quand même du bien de le revoir dans son rôle un peu à la Léon. Il y a une tradition quand même du polar français, et ça marche toujours aussi bien. Là, le professionnel est repassé à la télé française il y a quelques jours et a fait un énorme score. Ouais. Ça prouve que la patte bien, française commence quand même à marquer les esprits, peut-être. Le deuxième film. Alors on passe sur un autre genre très aimé des Français, c'est la comédie, seulement une comédie pas si rigolote que ça, avec un vrai message, une comédie qu'on va dire pas si légère. Est-ce qu'il vous arrive déjà de louer des maisons pendant vos vacances? Ça peut arriver. Eh bien, dans ce film, c'est pas d'une maison dont il s'agit, c'est d'une famille qu'on va louer, en tout cas que Benoît Poelvoorde va vouloir louer. Il va tomber sur une jeune femme incarnée par Virginie Efira, que ça va bien arranger, ce deal, pour sauver la garde de ses enfants. D'accord, le pitch n'est pas très bien fait. Regardez en image, ça va vous en dire plus. Je vais prendre la bleue parce que la verte, j'ai le sentiment qu'elle me déprime un peu. Ici au tribunal, nous attendons la sortie de Violette Mandini. Ils veulent m'enlever mes enfants. Mais ils disent que j'ai pas les moyens d'assumer leur éducation. Ma famille, c'est la prunelle de mes yeux. Mon patron a une proposition à vous faire. J'ai fait fortune en fait, hein, et je n'ai pas vraiment eu le temps de fonder une famille. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes, et en retour, vous me prenez dans votre famille. Un malade mental, ce mec. Il va pas bien, hein. C'est simplement qu'il est différent. Personne de la vraie vie peut vouloir d'un mec qui a des idées comme ça. Comment il s'appelle déjà le type dans sa cave, habillé en chauve-souris? Batman. Ouais, 2 sommiers, 2 lits, et je mets la couette au-dessus pour donner l'impression du lit conjugal. Paul-André. Le mec s'appelle Paul-André. Elle t'aimait pas ta mère ou quoi? Fermeture. Tu sors? Oui. Vous n'aviez pas dit que c'était fini, les histoires d'amour Ah, j'ai dit l'amour, pas le sexe. Léo, il faut absolument que vous me rapatriez. Ça ne va pas du tout. Vous devriez voir dans quoi ils vivent. C'est le chaos. C'est propriété privée. T'as foutu toute la baraque, hein? J'ai rangé. C'est la famille ton problème en fait. Comment
vous avez parlé de famille, vous avez parlé de havre de paix, d'harmonie. Je suis ta mère, c'est bon, tu me lâches, merde. Vous ne faites que gueuler. On a rigolé avec ça, hein. Et on se tient droit. Mais t'es malade, hein. La famille, tu la fais comme un enfant et pas comme un homme. C'est vous qui fixez les règles en chef de famille. C'est vous qui imprimez le tempo. 1, 2, 1, 2. 1, 2. On comprend mieux le principe. Voilà. Donc Benoît Poelvoorde extraordinaire et Virginie Fira qui vraiment s'impose hein, dans la comédie française de plus en plus. On va finir avec ce dernier film toujours français, un coup de cœur, hein, ça s'appelle La Belle Saison de Catherine Corsini. Le film c'est une histoire de femme mais aussi d'amour entre Delphine qui est une jeune agricultrice homosexuelle et Carole, une citadine militante. Ça se passe dans les années, tout début des années 70. Il va se passer évidemment une passion interdite, impossible à vivre au grand jour en milieu rural, à une époque où, on le rappelle, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale. C'est donc une histoire d'amour, d'émancipation, des corps et des idées, des thèmes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Regardez. Lorsque vous conduisez une voiture, vous appliquez le code de la route. Les femmes enceintes, leurs passagers, c'est la vie. Mon corps n'est pas une voiture. Manifester pourquoi? Pour le droit des femmes. Tu fais des trucs que t'as l'impression de pas pouvoir faire juste parce que t'es une femme. Pour l'avortement libre et gratuit. Oh, y'a qu'à pas baiser. Bon, matin. Mais c'est quoi ce délire? Tu fais chier, Carole. C'est une expérience sexuelle ou t'es amoureuse? J'en sais rien, Manuel. Te quiero, mi amor, mi amor. Si tu débloques, tu vas pas retourner t'enferrer là-bas. Mais c'est trop pour ma mère. Tu m'as jamais fait ça avec personne, alors j'y vais. Je peux pas faire autrement. On s'est connus un groupe de femmes, un groupe de poterie pour femmes. Mais tu fais des choses comme ça, toi? Elle est très douée en plus. Elle a fait toute une série de très jolis petits vases. Est-ce que tu te rends compte que ta mère, elle s'imagine que tu vas épouser Antoine et qu'elle va devenir grand-mère? Si tu veux que je lui dise qu'on est ensemble. Tu vas pas lui mentir toute ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Que je te sers d'alibi? Je vais partir au marché. Ça vous laisse 2 heures pour quitter la maison. Alors je veux que vous fichiez le camp. Delphine, vous pensez qu'elle serait d'accord avec ça? Ouais, Laetitia, voilà, alors, pour la petite anecdote, la réalisatrice a décidé de rendre hommage en appelant ses personnages Carole et Delphine, en hommage donc à la vidéaste Carole Roussopoulos et l'actrice Delphine Seyrig, qui étaient toutes les deux réalisatrices en 1976 du fameux Mazo et Miso vont en bateau, qui a donné d'ailleurs lieu à une blague. Oui. Balibalo. Balibalo. Que vous n'allez pas nous le raconter sur ce plateau. D'accord. Merci beaucoup Laetitia Loreni. On reste dans les salles de cinéma. C'est l'âge du hip-hop américain raconté fin des 80s. Alors que la guerre des gangs fait rage aux États-Unis, les rappeurs du groupe NWA créent un nouveau genre musical appelé le gangsta rap. Contre la ségrégation, le groupe mythique décide de s'armer de micros. Le biopic retrace leur parcours. Solal Azeroual. Un biopic sur le groupe de Dr. Dre, célèbre pour avoir inventé le gangsta rap. Et pourtant, 80% de leurs albums se vendent aux classes moyennes et aisées. People are scared of you guys. You have a unique voice. The world needs to hear it. They want NWA? Let's give them NWA. NWA, le groupe mythique de hip-hop, fait son retour dans les salles au programme du rap musclé, des gangsters armés. What do you have in that bag? Are you kidding me? You can't take that in a bus. Et en toile de fond, la ségrégation raciale. I'm just trying to get home. That's my son. You need to get back in the house or I will ruin your night. I gotta talk to my moms like that. Songs glamorize gangs and drugs. Our art is a reflection of our reality. You guys supposed to be somewhere? These are artists. Rap is not an art. You cannot come down here and harass my clients because of what they look like. Mouvementée, la jeunesse de NWA est narrée dans ce film. Cet été, les rappeurs américains ont pris la tête du box-office. Ces niggas with attitude représentent l'âge d'or du hip-hop. Populaire, ils cristallisent le désespoir d'une jeunesse afro-américaine mal acceptée par les générations plus conservatrices. Leur prêche portait musicalement des revendications sociales, ethniques et identitaires.
Qualifié de groupe le plus dangereux du monde, NWA dénonce une société clivée. Mais le biopic s'adresse à tous. Uniques, ces rappeurs ont développé leur propre style appelé gangsta rap. Just hit that first beat hard. All right, you cruising down the street. All right. Cruising down the street in my 6'4". Hey, that was dope, eh? En tête du box-office américain, Straight Outta Compton est un pari réussi. Pour son premier week-end dans les salles de cinéma, il a rapporté plus de 56 millions de dollars. Parmi les membres du groupe mythique, seul Dr. Dre a tiré son épingle du jeu, mais NWA a ouvert la voie à toute une génération de rappeurs businessmen. Alors Rudy, on continue à parler de rappeurs, mais plutôt de leur portefeuille. Vous allez nous expliquer pourquoi certains rappeurs sont devenus des businessmen, oui. Businessmen. Ou des hommes d'affaires. Ou des hommes d'affaires. Alors, je vais vous parler en particulier de 3 grands noms du hip-hop qui ont un parcours qui est quelque peu similaire. Alors, ce sont des noms que vous connaissez si vous lisez les journaux People, Dr. Dre, le rappeur du film dont on vient de parler. Vous avez aussi Jay-Z, Monsieur Beyoncé et Kanye West. Alors, ils ont tous comme point commun d'avoir grandi dans des quartiers extrêmement difficiles, dans la violence, dans les gangs. Et malgré cela, ils ont toujours eu une forme de respect pour le rêve américain, pour l'entrepreneuriat, et se sont révélés par la suite de leur carrière être d'excellents businessmen, voire des businessmen d'exception. Alors on va commencer par Jay-Z. Alors vous connaissez ses chansons, petit rappel. That bad stop, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Ouais, c'était d'ailleurs la chanson phare de la série Sex and the City. Hein. Aussi, entre autres, adulée par toute une génération. Alors, donc, Jay-Z, hein, il s'appelle Sean Carter. Dans la vraie vie, c'est un vrai self-made man. Il est à la tête de 420 millions d'euros, sa fortune personnelle, selon Forbes. Alors, il a grandi dans les quartiers déshérités de New York, comme on vient de l'entendre, avant donc de faire carrière dans le rap. Alors, une fois ses premiers pécules amassés, suite à son succès, il va directement investir dans une marque de vêtements que vous voyez, Roca Wear. C'est un succès. Il la revendra 188 millions de dollars quelques années plus tard, et puis il va se diversifier alors dans des entreprises comme les cigares, les boissons, les parfums. Il va investir dans une équipe de basket, un label de musique, producteur de spectacles, producteur de cinéma. Jay-Z va en 10 ans devenir le patron d'une dizaine d'entreprises et en financer, mettre des billes comme on dit dans bien d'autres. Alors il assume totalement son image de self-made man. Dans une chanson il dira même I'm not a businessman, I'm a businessman. Je ne suis pas un businessman, je suis le business, mon pote. Voilà, en gros c'est ça. Alors au chapitre businessman, on retrouve également Kanye West. Alors lui aussi vous connaissez sa musique, écoutez. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Voilà, alors la réussite de Kanye West, accessoirement compagnon de Kim Kardashian, n'est pas aussi spectaculaire que celle de Jay-Z, mais c'est le même parcours, marque de vêtements, investissement dans des labels, et il a aussi fait une collection très prestigieuse pour la marque Adidas, voilà. Et il y a aussi Dr. Dre. Alors Dr. Dre, je vous avais parlé de lui au début du mois, c'est celui qui a inspiré le film, hein. Lui, c'est le plus riche des rappeurs, 700 millions de dollars, notamment grâce à la revente de ses casques, les casques Beats, hein. Voilà, à 50 ans, il a déjà 50 ans, il est connu comme le génie du marketing, et c'est un producteur hors pair. Certains disent de lui que c'est le seul rappeur à 1 milliard de dollars. Ouais. Très rapidement, Rudy, est-ce que rap et affaires font toujours bon ménage? Pas forcément, il y a des rappeurs comme 50 Cent qui ont eu le même démarrage et qui après
ils ont fait des bons investissements, ils ont bien senti les choses, mais par contre après ils ont mal su gérer, la faute à un train de vie totalement démesuré, une mauvaise gestion. Donc sentir les besoins du public, c'est une bonne chose, savoir gérer, c'est une autre chose. Là on voit 50 Cent. Merci beaucoup Rudy Saada, merci Laetitia Loreni et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit pour un nouveau morning. Restez avec nous. La suite de vos programmes, c'est dans un instant sur A24 News.